Ne parle pas. Ex-détenu a sauvé la policière qui l'avait arrêté après avoir vu quelque chose de choquant dans la rue. Ne parle pas, écoute seulement. La voix rauque trancha la bruine comme une lame. L'officier Rachel Torres se figea en sortant de sa voiture de patrouille, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. L'homme appuyé contre le mur de briques ressemblait à n'importe quelle autre âme oubliée de la ville. Vêtements sales, barbe de 3 jours, cheveux longs dégoulinants de crachin. Mais ses yeux brûlaient d'une urgence qui déclencha tous les instincts de survie de la policière. À côté de lui, un bâtard grognait sourdement, fixant intensément les ombres de la ruelle. Rachel étudia l'homme pendant quelques secondes éternelles. Il ne se balançait pas comme quelqu'un de défoncé, ne tremblait pas comme un toxicomane. Sa voix, bien que râpeuse, portait le poids de quelqu'un qui avait trop vu. « Derrière toi », murmura-t-il à nouveau, pointant discrètement vers la ruelle sombre. « Il t'a suivi depuis ta voiture. Il attend que tu t'approches. » Le cœur de Rachel s'emballa. Elle plaqua son dos contre la voiture de patrouille, la main ferme sur son arme, les yeux scrutant chaque ombre. La bruine s'intensifiait, créant un rideau de tension entre elle et l'inconnu qui observait depuis les ténèbres. Soudain, le bruit reconnaissable de pas précipités résonna sur l'asphalte mouillé. Le chien aboya une fois, fort et féroce. Rachel leva sa lampe torche, le faisceau tranchant la pluie comme une épée. Une silhouette bondit des ténèbres, quelque chose brillait dans sa main. « Ne tire pas !» La voix rauque coupa le chaos. « Il a un couteau. » L'agresseur se rua en avant, la lame reflétant l'éclairage de rue. Rachel esquiva, sortant son arme, mais l'homme en haillons se jeta en avant sans hésitation. Son corps maigre entra en collision avec l'assaillant, tous deux roulant dans les flaques d'eau. Le chien grogna, mordant la cheville de l'attaquant, gagnant de précieuses secondes. Rachel encercla les deux hommes, cherchant un angle propre pour tirer. La pluie avait tout transformé en un tourbillon chaotique de mouvements et d'ombres. L'homme en haillons tenait le bras de l'attaquant avec une force désespérée, le couteau dansant dangereusement près de son visage. Un coup de semonce en l'air fit hésiter l'agresseur. C'était suffisant. L'homme réussit à arracher le couteau et le jeta au loin. Rachel donna immédiatement un coup de pied à l'armure de portée et menotta l'attaquant, qui marmonnait des jurons entre ses dents. Quand l'adrénaline retomba, Rachel se tourna vers son sauveur inattendu. Il était assis sur le trottoir mouillé, haletant, le chien léchait ses mains blessées. Pour la première fois de sa carrière, sa vie avait été sauvée non pas par l'entraînement ou les renforts, mais par quelqu'un que la société avait jeté comme un déchet. « Tu aurais pu être tué », dit-elle doucement. Il essuya la pluie de son visage. « Toi aussi. » C'est alors que Rachel remarqua quelque chose de familier dans son visage. Même sous la crasse et l'épuisement, il y avait quelque chose qui remuait sa mémoire. Où avait-elle déjà vu ses yeux? La réponse était enterrée quelque part dans son esprit, mais elle ne parvenait pas encore à l'atteindre. Les sirènes emplirent la rue de lumière rouge des bleus. Rachel regarda ses collègues encercler la scène, certains jetant des regards méprisants à son sauveur inattendu. Le sergent Morrison, un homme corpulent avec 30 ans de service, s'approcha avec un air de supériorité. « Alors, Torres, tu as laissé un clochard faire ton boulot. » Morrison cracha par terre, près des pieds de l'homme en haillons. Quel genre de flic a besoin d'être sauvé par un déchet humain? Rachel sentit la colère monter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme se leva lentement. « David, » dit-il simplement, sa voix calme malgré l'hostilité autour de lui. « Mon nom est David. » Morrison rit avec dédain. « David, hein? Eh bien, David, tu devrais nous remercier de ne pas t'arrêter aussi. Je parie que tu as des mandats d'arrêt en cours. » C'est alors que la mémoire de Rachel fit enfin tilt. Il y a 5 ans, un braquage à main armée dans une station-service. Elle avait été la policière qui avait arrêté David Martinez, 34 ans, héroïnomane avec plusieurs arrestations. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle se rappela comment il avait supplié, les larmes coulant sur son visage, disant qu'il avait besoin de l'argent pour les médicaments de sa fille malade. « Je te connais », murmura-t-elle, si bas que seul David pouvait l'entendre. Il la regarda, et pendant un moment douloureux, tous deux revécurent cette nuit terrible où elle lui avait passé les menottes au poignet. David hocha la tête presque imperceptiblement. Il se souvenait aussi. Morrison continua son humiliation publique. « Je parie qu'il n'a aidé que parce qu'il voulait voler quelque chose après. C'est comme ça que vous fonctionnez, pas vrai ?» Il se tourna vers la petite foule qui s'était formée. « Faites attention, les gens. C'est ça le New York que vous voulez? Des criminels qui font le travail de la police. » Chaque mot de Morrison était comme une gifle à la dignité de David. Rachel vit la douleur s'accumuler dans ses yeux, la même douleur qu'elle avait vue 5 ans plus tôt quand elle l'avait arrêté. Mais maintenant il y avait quelque chose de différent.
Plus de désespoir, mais une résignation profonde, comme s'il s'attendait déjà à être traité ainsi. « Sergent Morrison, » interrompit Rachel fermement, « cet homme m'a sauvé la vie. Il mérite le respect, pas. Il mérite une cellule, » la coupa Morrison. « Et tu ferais mieux de reconsidérer tes priorités, Torres. Il serait peut-être temps d'envisager une mutation au travail de bureau. » La menace implicite était claire. Rachel savait que Morrison avait assez d'influence pour détruire sa carrière s'il le voulait. Il l'avait fait avec d'autres officiers qui avaient osé le défier. Mais en regardant David, qui restait dans un silence digne malgré les insultes, elle sentit quelque chose se briser en elle. David prit la laisse de son chien et commença à s'éloigner silencieusement, comme s'il savait que sa présence ne créerait que plus de problèmes pour Rachel. Morrison lui cria « La prochaine fois que je te vois dans ce quartier, tu découvriras l'intérieur d'une voiture de patrouille à nouveau. » Cette nuit-là, Rachel ne put dormir. Elle repassait les événements, le courage de David, la cruauté de Morrison, et surtout l'expression dans les yeux de David quand elle l'avait arrêté des années auparavant. Elle se souvenait des détails maintenant. Comment elle s'était effondrée quand il avait appris que sa fille était morte pendant qu'il était jugé. Comment il avait tout perdu, maison, famille, espoir. 3 jours passèrent depuis cette nuit pluvieuse. Rachel n'arrivait pas à sortir David de sa tête. Pendant une pause, elle accéda discrètement aux anciens dossiers sur l'ordinateur du commissariat. Ce qu'elle trouva lui noua l'estomac. David Martinez avait été un vétéran de guerre décoré, honoré pour sa bravoure en Afghanistan. Il était revenu avec un stress post-traumatique sévère, mais les allocations pour vétérans avaient été refusées à cause de technicité bureaucratique. Quand sa fille de 7 ans, Sophia, avait été diagnostiquée avec une leucémie, il avait épuisé toutes les options légales pour obtenir de l'argent pour le traitement. Le braquage que Rachel avait vécu il y a 5 ans était son dernier acte de désespoir. 53 $. C'était tout ce qu'il avait volé. Sophia était morte 3 jours après son arrestation, pendant qu'il attendait son procès sans caution. Rachel ferma le dossier avec des larmes dans les yeux. Elle se souvenait comme elle s'était sentie fière de « rendre justice » à l'époque. Maintenant elle comprenait qu'elle n'avait été qu'un pion dans un système qui écrasait les déjà brisés. Cet après-midi-là, elle décida de le chercher. Elle trouva David sous un viaduc, partageant un sandwich avec Max, son chien fidèle. Quand il la vit, il ne s'enfuit pas. Il hocha simplement la tête silencieusement. « J'ai lu ton dossier », dit Rachel doucement, s'asseyant à côté de lui sur le béton froid. David arrêta de mâcher. « Et maintenant tu vas m'arrêter encore pour vagabondage. » « Non. » Rachel sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai apporté quelque chose que tu dois voir. » À l'intérieur se trouvait une photo qu'elle gardait depuis des années. Sophia Martinez à l'hôpital, souriant faiblement à l'appareil photo quelques jours avant sa mort. Rachel avait pris la photo lors d'une visite de routine, touchée par le courage de la fillette. Les mains de David tremblèrent en tenant l'image. « Comment tu… » « J'étais là quand elle est morte, » murmura Rachel. « Elle m'a demandé de te trouver, de te dire qu'elle pardonnait tout, qu'elle comprenait pourquoi tu l'avais fait. » David s'effondra. 5 ans de douleur contenue explosèrent en sanglots silencieux. Max lécha son visage, essayant de le consoler. Rachel posa sa main sur son épaule, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait. « Elle a dit autre chose, » continua Rachel. « Elle m'a dit de te dire de ne pas abandonner d'être le héros qu'elle voyait toujours en toi. » Pendant des heures, ils parlèrent. David raconta les cauchemars de guerre, la lutte contre l'addiction, les années dans la rue essayant de survivre à la culpabilité. Rachel partagea son propre voyage, comment cette arrestation avait changé sa perspective sur la justice et la compassion. « Morrison ne sait rien de tout ça, » dit David finalement. « Morrison représente tout ce qui est pourri dans le système, » répondit Rachel avec une colère contenue. « Il détruit des gens comme toi et en est fier. » C'est alors que David révéla quelque chose qui glaça le sang de Rachel. Morrison n'est pas cruel juste par cruauté. Il a ses propres secrets. Je l'ai vu faire des choses qu'un flic ne devrait jamais faire. Les jours suivants, David commença à raconter des histoires troublantes. Morrison extorquant de petits commerçants pour de la protection. Morrison plantant des preuves sur des innocents pour améliorer ses statistiques d'arrestation. Morrison utilisant sa position pour intimider quiconque osait le dénoncer. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit ?» demanda Rachel. David rit amèrement. Qui croirait la parole d'un ex-tolard junkie contre un sergent vétéran? Ce serait ma parole contre la sienne. Mais Rachel pensait différemment. Et si ce n'était pas seulement ta parole? Elle commença à enquêter discrètement. Elle parla à d'autres officiers débutants qui avaient été intimidés par Morrison.
Elle chercha des commerçants du quartier qui semblaient nerveux quand Morrison passait. Lentement, un schéma émergea. Morrison avait construit un petit empire de corruption, utilisant sa réputation de « flic dur » pour masquer ses activités criminelles. Et David avait tout témoin depuis les ombres, invisible à ceux qui commettaient des crimes en plein jour. « Tu as des preuves » demanda Rachel lors d'une de leurs rencontres secrètes avec David. Il sourit pour la première fois depuis des jours. 5 ans dans la rue m'ont appris à observer et à garder des assurances. David sortit un vieux téléphone abîmé de son manteau. Morrison n'a jamais imaginé que le « déchet humain » qu'il méprise tant savait comment utiliser la technologie. Le plan de Rachel et David fut mis en action le jeudi suivant. Morrison avait programmé une de ses visites de collecte au marché de M. Chen, un immigré coréen qui payait 500 $ mensuellement pour éviter les problèmes avec la police. David se positionna stratégiquement à un coin de rue proche, faisant semblant de fouiller une poubelle tandis que son téléphone enregistrait discrètement. Rachel attendait de l'autre côté de la rue, répondant officiellement à un appel de routine, mais coordonnant en réalité l'arrestation. Morrison entra dans le marché avec son arrogance caractéristique. David réussit à capturer chaque mot à travers la fenêtre ouverte. « Chen, j'espère que tu as mon argent. Ce serait dommage si on découvrait de la drogue dans ton établissement lors d'une fouille surprise. » Le commerçant, visiblement terrorisé, tendit une enveloppe. « S'il vous plaît, sergent Morrison, ma famille a besoin de ce commerce. »« Alors continue à payer et ta famille ira bien, » répondit Morrison, empochant l'argent. Mais ce que Morrison ne savait pas, c'est que le FBI avait été informé anonymement de ses activités. L'agent spécial Williams et son équipe étaient positionnés à 3 pâtés de maison, attendant le signal de Rachel. Quand Morrison sortit du marché, Rachel activa sa radio. Opération en cours. Suspect confirmé recevant un pot de vin. En quelques minutes, les rues se remplirent d'agents fédéraux. Morrison, comptant encore l'argent de l'extorsion, fut encerclé avant même d'atteindre sa voiture de patrouille. FBI. Les mains en l'air. L'expression sur le visage de Morrison fut de choc pur. Il regarda autour de lui désespérément, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Quand il vit Rachel observer à distance, ses yeux se plissèrent de colère et de compréhension. « Vous n'avez aucune preuve » cria-t-il pendant qu'on lui passait les menottes. « À la parole de qui allez-vous croire ?» C'est alors que l'agent Williams brandit le téléphone de David. « En fait, nous avons 5 ans de preuves. Enregistrements audio, photographies, vidéos. Votre ami invisible, ici, a tout documenté méticuleusement. » Morrison se retourna et vit David s'approcher lentement de lui, Max à ses côtés. L'homme qu'il avait humilié publiquement, appelé « déchet humain », se révélait maintenant comme la personne qui avait orchestré sa chute. « Toi » cracha Morrison avec incrédulité. « Un junkie SDF. » David s'arrêta à quelques mètres de lui. Quand il parla, sa voix portait un calme dévastateur. Ancien sergent de l'armée, vétéran de 2 missions en Afghanistan, et père d'une fille qui est morte parce que des hommes comme toi font de la justice un privilège pour ceux qui peuvent se le permettre. La foule qui s'était formée observa en silence, tandis que Morrison s'effondrait. Les commerçants qui avaient été extorqués commencèrent à sortir de leurs boutiques, certains applaudissant, d'autres observant simplement avec une satisfaction silencieuse. « Pendant 5 ans, » continua David, « je t'ai regardé détruire des vies, planter des preuves, faire chanter des familles qui travaillent. Tu pensais que j'étais invisible, que personne ne faisait attention aux clochards du coin. Mais l'invisibilité peut être un avantage quand on collecte la justice. » L'agent Williams révéla l'étendue des preuves. 62 enregistrements d'extorsion, 14 cas de preuves plantées, 23 faux rapports. Monsieur Martinez a tout documenté méticuleusement. Rachel s'approcha de Morrison d'une dernière fois. « Tu te souviens quand tu as dit que je devrais envisager le travail de bureau ? Eh bien, tu auras beaucoup de temps pour considérer tes propres options pour les 20 prochaines années. » Tandis que Morrison était mis dans le véhicule fédéral, il cria une dernière fois. « Ça ne durera pas. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Mais ces menaces sonnaient creux. L'empire de peur qu'il avait construit s'effondra en quelques heures. D'autres officiers corrompus du réseau furent arrêtés lors d'opérations coordonnées dans toute la ville. L'enquête révéla un système qui avait volé des millions en pots de vin et détruit des centaines de vies innocentes. David resta calme pendant toute l'opération. Quand les journalistes arrivèrent, il déclina les interviews, préférant laisser la justice parler d'elle-même. Mais Rachel vit des larmes silencieuses couler sur son visage quand la dernière voiture de police partit avec Morrison. 6 mois plus tard, le département de police de New York subit une transformation complète. Morrison avait été condamné à 25 ans de prison,
sa pension annulée et s'est bien saisi pour indemniser ses victimes. 14 autres officiers furent arrêtés dans l'opération que la presse appela « Opération Ombre Invisible ». David Martinez occupait maintenant un petit bureau digne au centre-ville. Le programme pilote Observateur communautaire était devenu une initiative nationale, employant des sans-abri comme consultants spécialisés dans les enquêtes sur la corruption policière. Qui de mieux pour détecter l'injustice que ceux qui vivaient invisibles en marge de la société? Rachel, promue détective après son courage à exposer Morrison, rendait régulièrement visite à David. Ils avaient développé une amitié profonde basée sur le respect mutuel et la compréhension que parfois la justice arrive par les chemins les plus improbables. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette première nuit ?» demanda Rachel lors d'une de leurs conversations autour d'un café. Que Sophia t'avait demandé de ne pas abandonner d'être le héros qu'elle voyait en toi. David sourit, caressant Max qui portait maintenant un collier neuf et brillant. Elle avait raison. J'ai juste dû apprendre qu'être un héros ne signifie pas toujours porter une arme ou un uniforme. Le bureau de David était rempli de lettres de remerciements. Des familles d'immigrés qui n'étaient plus extorquées. De petits commerçants qui pouvaient enfin dormir paisiblement. Des jeunes qui avaient évité des arrestations injustes grâce aux enquêtes qu'ils coordonnaient. Monsieur Chen, le commerçant coréen qui avait été une des premières victimes exposées de Morrison, amena toute sa famille pour rencontrer David personnellement. « Tu nous as rendu notre dignité », dit-il à travers ses larmes. « Mes enfants peuvent grandir sans peur maintenant. » La transformation de David fut complète mais graduelle. Il avait emménagé dans un appartement modeste mais confortable. Ses cauchemars de guerre diminuèrent considérablement quand il trouva un but qui honorait son expérience militaire sans glorifier la violence. Le programme qu'il aida à créer s'étendit à d'autres villes. Des vétérans sans abri, des ex-détenus en réhabilitation, des personnes marginalisées avec une connaissance intime des problèmes urbains, tous trouvèrent une seconde chance à servir la justice d'une manière que le système traditionnel ne permettrait jamais. Mais peut-être que le changement le plus significatif eut lieu dans la façon dont la société commença à voir des gens comme David. L'histoire se répandit sur les réseaux sociaux, des documentaires furent réalisés, et lentement, le narratif sur les sans-abri commença à changer de « problème à résoudre », ressource inexploitée de sagesse et d'observation. Rachel réfléchissait souvent sur comment un moment d'humilité, reconnaître qu'elle avait besoin de l'aide de quelqu'un qu'elle avait arrêté, avait transformé non seulement leur vie, mais tout un système. Elle apprit que le vrai leadership signifie parfois suivre les conseils de ceux que la société vous enseigne à ignorer. David n'oublia jamais Sophia. Une photo d'elle occupait une place d'honneur sur son bureau, à côté de certificats de reconnaissance et de prix civiques. Mais maintenant, quand il regardait l'image de sa fille, il ressentait de la fierté au lieu de la culpabilité. Il avait honoré sa mémoire en construisant quelque chose de positif à partir de la tragédie. Max devint une célébrité à part entière. Entraîné pour détecter les substances illégalement plantées, il aidait dans les enquêtes, s'assurant que de fausses preuves ne détruiraient plus jamais des vies innocentes. Les enfants du quartier le reconnaissaient dans la rue et demandaient à le caresser, transformant l'ancien bâtard abandonné en symbole d'espoir. Morrison, d'un autre côté, découvrit que la prison n'était pas tendre avec les ex-flics corrompus. Isolé et méprisé même parmi les criminels, il passa ses jours à réfléchir sur comment son arrogance avait été sa perte. Ses anciennes victimes envoyaient occasionnellement des lettres à la prison, non pas de vengeance, mais l'informant de leur vie prospère sans son oppression. Le maire de New York créa le prix Sophia Martinez pour les civils qui démontraient un courage extraordinaire à exposer les injustices. David fut le premier récipiendaire, mais insista pour que le prix soit partagé avec Rachel, reconnaissant que la vraie transformation requiert toujours du courage des deux côtés. Un après-midi ensoleillé de printemps, David était dans son bureau révisant un nouveau cas quand Rachel apparut avec une expression mystérieuse. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit-elle, tendant une enveloppe officielle. À l'intérieur se trouvait une lettre du département des affaires des vétérans, l'informant qu'après révision de son cas, toutes les allocations précédemment refusées seraient accordées rétroactivement, incluant une couverture médicale complète et une compensation substantielle pour les années de négligence bureaucratique. David tint la lettre avec des mains tremblantes. « Comment est-ce possible ?» Rachel sourit. « Il semble que quand tu as exposé la corruption policière, tu as aussi attiré l'attention sur d'autres types d'injustices systémiques. Quelques avocats bénévoles ont décidé de réviser les cas de vétérans qui avaient été injustement refusés. Le tien était le premier sur la liste. » Cette nuit-là, David visita la tombe de Sophia pour la première fois en 5 ans. Il plaça des fleurs fraîches sur la pierre tombale simple et murmura « On l'a fait, princesse. On a transformé notre douleur en quelque chose qui aide d'autres personnes. » L'histoire de David Martinez devint légende urbaine, mais aussi inspiration concrète.
Les écoles commencèrent à enseigner l'importance de voir la dignité en toutes les personnes. Les académies de police inclurent son cas dans les formations sur les préjugés et les jugements hâtifs. Il essaya de détruire David, mais finit par révéler la force intérieure que la tragédie avait forgée. David apprit que la vraie vengeance n'est pas de rendre le mal subi, c'est de construire un héritage si puissant qu'il rend la cruauté des autres insignifiante. Parfois les héros les plus improbables sont ceux que la société s'attend le moins à trouver. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et partage dans les commentaires. As-tu déjà jugé quelqu'un sur l'apparence pour découvrir que tu avais complètement tort? Parce que tout le monde mérite un second regard et une seconde chance.